Dans les faubourgs, comme prévu, c'est une hécatombe. Dans la grande avenue qui conduit vers la ville, les Allemands s'offrent un dernier festin sur notre compte. Ne pouvant tirer sur les maisons, nous en sommes réduits à riposter uniquement à coup sûr. Autant reconnaître qu'il aurait été préférable pour nous de nous rendre directement à l'abattoir. Nous aurions eu certainement moins de regrets à formuler. C'est un véritable miracle si je n'ai pas encore été haché par une rafale de mitrailleuses. Des dizaines et des dizaines de cadavres jonchent la chaussée. Et quand enfin notre unité se rapproche des positions ennemies, nous ne faisons aucun détail. Après avoir investi les positions allemandes dans les faubourgs, Rome se trouve maintenant juste devant nous. La ville n'a rien à voir avec l'extrême pauvreté de Naples. Les belles constructions rectilignes, les immenses avenues bordées d'arbres, tout indique ici une richesse certaine. Malgré cela, nous songeons uniquement aux moyens d'entrer dans la ville sans nous faire massacrer. À l'arrière, notre division a terminé son regroupement. Mais il ne faut pas espérer qu'elle vienne nous rejoindre. Elle respectera l'ordre de ne pas entrer dans Rome avant les Américains, qui doivent d'ailleurs être maintenant bien avancés. Notre capitaine donne l'ordre aux radios de ne plus répondre aux appels, et nous marchons dans la ville. Notre objectif est en réalité de prouver simplement que nous avons le droit de participer à la libération de Rome, puisque la ville est sur notre chemin. Notre capitaine ne cherche pas un incident avec les Américains, mais seulement à réaliser le souhait de notre division, qui est de participer à la libération de ce haut lieu pour les chrétiens. L'essentiel pour nous est donc d'occuper un quartier de la capitale. Quelques tirs soutenus d'armes automatiques retardent notre progression. La présence allemande semble maintenant peu sérieuse. Nous avons aperçu auparavant des unités qui pliaient bagages. Nous poursuivons notre avance jusqu'au contrôle d'un carrefour. Et là, malgré quelques échanges de tirs avec l'ennemi, notre mission dans la capitale italienne est enfin terminée. Personne maintenant ne contestera que les Français ont participé à la libération de Rome, dit le capitaine. Le même scénario, c'est-à-dire l'interdiction donnée à l'artillerie de préparer l'assaut, s'applique à l'approche de Sienne. Bien que cette fois, nous ne soyons plus en concurrence avec les Alliés, le général de Montsabert fait part de son intention d'épargner la ville. On dit qu'il a été intraitable sur la question. Arrangez-vous comme vous voulez, a-t-il ordonné aux officiers, mais interdiction de tirer sur tout ce qui représente le passé précédent le XVIIIe siècle. Je ne veux pas un seul obus d'ancienne. Le général de Montsabert a la baraka avec lui. Il n'y a pas d'autre explication pour comprendre le bon déroulement de ses plans. Après quelques accrochages mineurs, notre section pénètre dans la ville en pleine nuit. Le sergent Joachim, qui commande depuis peu notre section, s'arrête un instant devant une maison. Puisque cette demeure l'intéresse au point de nous faire arrêter, je lui demande: Tu as de la famille dans cette maison? Non, mais il semble bien que c'est la maison natale de Sainte Catherine. Sainte Catherine? Oui, une femme qui voua sa vie à la religion chrétienne. Joachim est comme cela. Sans difficulté, il oublie un instant la guerre pour se consacrer au tourisme. C'est un sacré personnage, plutôt déroutant, dois-je ajouter. Il a une conception bien arrêtée sur la guerre. Il est contre toutes les guerres, et pourtant il participe à celle-ci. Plus surprenante encore est sa manière peu orthodoxe de commander. Ainsi, avant même sa prise de fonction, le sergent Joachim s'est illustré en introduisant le vote dans la section. Il s'en est d'ailleurs expliqué après nous avoir tous réunis. La hiérarchie est une invention de ceux qui exploitent leurs semblables.
Je ne suis pas ici pour vous exploiter, ni pour perpétuer l'exploitation de l'homme par l'homme. Je tiens à dire que je suis un homme du peuple. Cette armée impose une forme de commandement que je désapprouve totalement. Malheureusement, nous devons respecter certaines contraintes indépendantes de notre volonté. Néanmoins, je me refuse à cautionner l'oppression et à appliquer les consignes sans les discuter avec mes camarades. J'ai été nommé sergent de votre section par l'état-major, mais ce n'est pas une raison pour accepter cette nomination comme un animal. Cette charge doit revenir à celui qui a la confiance de ses camarades. Cela veut dire que chacun d'entre vous a autant de droits que moi à devenir le responsable de la section. Nous allons donc organiser des élections libres en vue de nommer le responsable. Que tous ceux qui souhaitent briguer le commandement se présentent. Je respecterai le suffrage et j'obéirai à celui qui gagnera l'élection. En l'écoutant ensuite présenter son programme, tout le monde a pensé que le bonhomme était un peu dérangé, si bien que personne ne se présenta contre lui. Déçu par l'absence de candidat et le caractère terne de l'élection, Joachim nous accorda à tous une semaine de réflexion afin que les candidats potentiels puissent préparer leur programme et mener sérieusement leur campagne électorale. D'autre part, il se tint à la disposition de chaque soldat tenté par l'élection pour l'aider à préparer son programme. La semaine s'écoula tranquillement. Durant cette période, il assura la transition. On s'aperçut très vite que Joachim est tout le contraire d'un illuminé. Je crois qu'aucun d'entre nous ne rivalise vraiment avec lui en ce qui concerne le sens de l'organisation et du commandement. Il prétend être un paysan comme nous, mais cette image qu'il veut donner de lui-même ne correspond en rien à son immense culture générale. Joachim est animé d'un sens de la camaraderie exemplaire. Il ne connaît pas le favoritisme, pas plus que les préjugés raciaux ou culturels. On a appris par la suite qu'il est originaire d'Espagne, un pays au sud de la France. Il a fui son pays à l'arrivée d'une dictature militaire, puis rejoint les forces françaises en Algérie pour combattre le nazisme. Cet engagement représente pour lui la suite logique du combat pour conduire l'humanité à plus de justice et à plus de fraternité. En Espagne, Joachim avait investi toute son énergie dans une organisation anarchiste dont la tâche était de défendre la jeune République. En Italie, il offre sa vie à la cause des opprimés. Bref, si à son grand regret personne ne se présenta contre lui, il fut plébiscité par les soldats. Son élection fut copieusement arrosée avec du whisky dérobé aux Américains par Djilali le Mozabite. Sienne est vide. Il n'y a personne dans les rues. Puis peu à peu, les habitants se rendent à l'évidence. Les soldats qui sillonnent la ville ne sont pas des Allemands. Nos adversaires ont évacué la ville et pas plus que notre unité ne tire un seul coup de feu. À l'aube, nos troupes occupent toutes les artères et tous les carrefours de la ville. Les habitants sortent un de leur maison, certains pour aller aux nouvelles, d'autres pour voir la tête de ces nouveaux venus. Et aussi rapidement qu'au Douar, la nouvelle se répand dans toute la ville. Les Français viennent de libérer la ville en évitant le bain de sang. Vers 10 heures du matin, toute la population est dans la rue pour nous acclamer. Les gens nous invitent chez eux, nous embrassent et nous offrent des fleurs. C'est mon plus beau souvenir d'Italie. Notre compagnie se met au repos après la piste de Sienne. Pour nous, la campagne d'Italie est terminée. Nous sommes dirigés vers notre zone de regroupement à Naples et on nous accorde de fréquentes permissions. Pendant près d'1 mois encore, nos troupes restent cantonnées dans la région. Je passe le plus clair de mon temps en compagnie de Joseph, du caporal-chef Varzini, de Djilali et de Rodouane. Parfois Joe, le prêtre de la compagnie et ami de Joseph, se joint à nous. Il y a eu diverses cérémonies, dont les plus importantes ont été la prise d'armes en l'honneur du général Join, commandant en chef du corps expéditionnaire français,
et originaire d'Algérie, et la fête de la 3e division d'infanterie algérienne à Cessa Orunca, près de Carigliano. Le grand jour approche rapidement. Nous nous préparons pour le débarquement en France. Cette fois, l'objet de notre mobilisation prend sa pleine dimension. Auparavant, nous avons brillé pour montrer à la face du monde que l'armée française n'a rien à se reprocher, ni rien à envier à quiconque. Maintenant, nous devons nous fondre dans la foule, dans le moule, et parler comme un seul homme. Les officiers n'ont pas eu besoin de nous enflammer avec leurs discours. Chacun de nous ne pense plus qu'au prochain débarquement, qu'à l'instant où il foulera le sol de la France, avec la détermination absolue de ne laisser aucun répit à l'ennemi. En Italie, nous pouvions tergiverser sur un retard d'une demi-journée, mais en France, nous ferons en sorte que les minutes soient comptées pour les occupants. Les Allemands n'auront à attendre de nous aucun sursis ni aucune facilité. Nous ne pensons déjà plus à la fatalité, aux blessures ou à la mort qui pourra nous frapper à tout moment. La libération de la France entre dans une autre catégorie de motivation, celle qui ne peut s'expliquer que par des mots. Dans la fébrilité des préparatifs, nous savons que le but ne sera pas de démontrer nos qualités guerrières dans une confrontation interpersonnelle. Nous devons rendre sa dignité à un pays bafoué, qui a une place à part dans nos cœurs. En Algérie, je ne souhaitais pas faire cette guerre lointaine qui d'ailleurs n'avait trouvé aucun écho dans mon imagination. Pourtant, je le reconnais maintenant, j'ai hâte de participer au débarquement sur les côtes françaises. Depuis mon incorporation, mes relations avec notre puissance de tutelle s'en sont trouvées modifiées. Je suis réconcilié avec la France. L'armée m'a réconcilié avec la France. Même si cela a été de la façon la plus paradoxale, le fait est néanmoins là maintenant. Cela me fait quelque chose au cœur d'attendre le débarquement. Du statut d'indigène, je suis passé à celui de citoyen français. Et j'ai pas besoin d'une reconnaissance officielle pour que dorénavant je me sente concerné comme un Français. Quant aux soldats français, je crois qu'ils ne dorment pas beaucoup. J'ignore ce qui se passe dans leur esprit, mais nous devinons l'extrême tension qu'ils ont à supporter en attendant ce moment historique. La plupart auraient préféré partir plus tôt, immédiatement après le dîner, après le dernier combat en Italie. Mais les Alliés en ont décidé autrement. Ils ont choisi d'abord le débarquement en Normandie et ensuite le débarquement sur la côte de la Méditerranée. Notre attente provient du simple fait qu'il faut laisser le temps aux navires alliés de rejoindre l'Italie. Peu de soldats français ont le cœur à s'amuser lors de leur permission. Chacun se concentre sur la prochaine mission. Dans ma section, 2 personnes seulement connaissent la France. Joachim, qui a mis les pieds de l'autre côté de la frontière espagnole, et Joe, le prêtre de la compagnie, qui depuis Ausonia a choisi de suivre le sillage de notre section. Joe est le seul à avoir vécu en France. Il est donc normal que tous les hommes s'adressent à lui afin de nous en parler. Malheureusement, pour notre curiosité, il répond invariablement « Vous verrez bien, vous vous attendez à y trouver le paradis. Vous le trouverez, peut-être. » Le jour tant attendu arrive enfin, nous libérant ainsi d'un terrible poids sur le cœur. Malgré le nombre élevé de soldats et la quantité impressionnante de matériel, notre embarquement se déroule en bon ordre. Notre navire prend lentement le large. De ma vie, je n'ai rien vu de comparable. Les bateaux par centaines s'étalent à l'infini et forment un convoi ahurissant. À chaque fois que nous avançons un peu,
Les bateaux ralentissent pour attendre que d'autres navires rejoignent le convoi. Je n'en crois pas mes yeux. La puissance navale américaine est fantastique. Quand les Allemands verront cette incroyable armada, il ne leur restera plus qu'à faire leur dernière prière. Enfin, je l'espère. Le convoi longe la Corse, et dans l'après-midi, nous apercevons au loin les côtes françaises. La distance est trop grande pour que nous discernions les détails. Néanmoins, le regard plein de tendresse, nous imaginons la beauté du pays qui se dérobe à nos regards. Puis au dernier moment, on nous communique l'endroit de notre débarquement, la baie de Saint-Tropez, un endroit dont personne ne sait nous dire où il se trouve exactement. Dans le feu et la fumée, les navires crachent leurs salves ininterrompues d'obus qui partent pilonner les positions allemandes. Le vacarme infernal des canons embrase toute la mer. Les Allemands ripostent immédiatement, et en quelques minutes, seuls les canons ont le droit de parole. Des obus ennemis tombent près de nous en crevant la mer. La prière est notre seul recours. On nous fait endosser des gilets de sauvetage, et chacun prie le ciel qu'un obus ne vienne pas nous tomber dessus. Une première vague de bateaux accoste sur les plages. Ces navires contiennent les unités américaines de déminage. Elles sont chargées de préparer le nettoyage des plages en vue de notre débarquement. Au-dessus de nos têtes, les avions alliés, par dizaines, par centaines, foncent vers l'intérieur du pays. Ils transportent du matériel et les sections de parachutistes. Il faut attendre 24 heures avant que l'on nous donne l'ordre de débarquer dans la soirée. Comme des nuées de fourmis, nous prenons place sur les péniches du débarquement qui, dans quelques minutes, ouvriront leur ventre pour nous laisser sortir. Le bateau s'arrête à quelques mètres de la plage et laisse tomber sa porte. En sautant dans l'eau tiède du mois d'août, tout le monde se dépêche de gagner la terre ferme. Gileli, pour ne pas manquer à sa réputation, est parmi les premiers sur la plage. Je le croyais pourtant près de moi. Il ramasse une poignée de sable qu'il embrasse avant de la mettre dans l'une de ses poches. Notre section se regroupe et prend la direction d'un village du nom étrange de Cogolin. Ce village ou cette petite ville, je ne sais plus tant, la bousculade est grande et le point de regroupement de notre régiment. Je passe ma première nuit en France, dans une région qui ressemble étrangement à la campagne algéroise. L'air y est doux et parfumé. En admirant le paysage dans la pénombre de la nuit, j'ai un agréable sentiment de déjà-vu. Au petit matin, chaque compagnie se regroupe et reçoit le détail de ses objectifs. La nôtre fait mouvement vers le village de Cuers, où nous relevons les Américains. En début d'après-midi, sous la conduite de résistants français, fiers comme des princes à la tête de leurs troupes, notre unité prend le chemin des collines. Objectif, Toulon. Les résistants nous guident en empruntant un itinéraire qui évite les troupes allemandes éparpillées dans la région. Cet itinéraire doit nous permettre de passer inaperçus. Notre mission n'est pas de réduire les petites positions, mais de nous en prendre directement aux grosses concentrations de troupes ennemies situées aux abords de Toulon. Nous partons à pied, sans aucune couverture blindée et sans véhicule. Ceux-ci d'ailleurs ne pourraient pas nous suivre par ces sentiers et auraient été de plus rapidement remarqués. Le sentiment de la veille ne cesse de se confirmer au fil de notre progression. Ce pays m'est familier. Le vieil Omar aurait sans doute dit que je suis venu dans ce pays dans une vie antérieure. Pourtant, cette impression est si forte que je cherche à comprendre. Je ne suis pas préoccupé par les Allemands, pas plus que par le rythme forcené de notre marche.
Je veux savoir d'où provient ce sentiment mystérieux qui prétend me faire avouer que je connais ce lieu inconnu. J'observe attentivement autour de moi en espérant trouver des éléments de réponse. Mais je m'enferme chaque fois dans un procédé de comparaison avec l'Algérie. La chaleur, les arbres, le paysage et la tranquillité des lieux ont un air de famille. En atteignant le village de Belgentier, je ne comprends plus ce que je souhaite trouver. Je ne sais plus si je cherche des similitudes avec l'Algérie ou bien si je cherche à savoir si je suis déjà venu en France dans une vie antérieure. Depuis un moment, j'en suis venu à croire que nous marchons dans ma région natale. J'arrête de réfléchir, car je ne parviens pas à dissocier les deux pays. À partir du village de Cuers, nous progressons à travers de minuscules sentiers. Les FFI connaissent parfaitement bien la région. Ils nous font traverser une partie du massif de la forêt de Maurières avant de nous faire arrêter pour la nuit. Notre bivouac est éloigné de Toulon, d'une dizaine de kilomètres à peine. Les résistants ont remarquablement bien fait leur travail. Nous sommes passés complètement inaperçus. Demain, si Dieu le veut, les Allemands, qui tiennent les abords de Toulon, apprendront à connaître les tirailleurs algériens. Dans la matinée, notre section s'achemine prudemment dans les quelques ruelles de Ravest, les eaux, mais toujours pas de contact avec l'ennemi. En face de nous, le terrain continue de descendre pendant 1 kilomètre ou 2 jusqu'au village de Dardenne. Ensuite, une énorme falaise coupe la vue. Derrière, c'est Toulon. La ville est reliée à notre position par une route qui part sur la droite entre deux falaises. Les Allemands se trouvent à Dardenne et occupent aussi le haut de la falaise. Cette position en hauteur est protégée par des canons et une garnison de soldats. Les FFI appellent cet endroit la Poudrière parce qu'elle abrite un stock important de munitions. Aucun canon n'est dirigé contre nous. Tous sont orientés vers la mer. Les Allemands s'attendent à des actions venant de la mer, pas de l'intérieur du pays. Dès que nous engagerons les combats pour occuper Dardenne, il faudra redouter la réaction de la Poudrière. Avec leurs canons dominant toute la vallée, ils nous gratifieront de leurs obus et de leurs mortiers. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.